Bonjour Monsieur Collier, Bonjour. vous allez bien? Grâce à Dieu, ça va. Bien. Ben, je suis heureuse de vous recevoir. On va parler un petit peu du jardin créole. On va tâcher de définir le jardin créole et puis vous allez nous donner un peu votre aperçu de vos connaissances, de ce que vous savez, bien évidemment. Et on va parler de sociologie et puis de ce qui se passait avant, ce qui se passe aujourd'hui. Par rapport au terme jardin créole, est-ce que vous pouvez le définir? Oui. Alors, dans le jardin créole, il y a deux mots importants. Il y a jardin et puis il y a créole. Alors, je devrais parler d'abord de créole et puis de jardin ensuite parce que créole est arrivé avant jardin. Le terme créole, au départ, c'est, bon, pour simplifier, pour que tout le monde comprenne, ce sont des Européens qui sont venus dans un certain nombre de pays qu'ils ont colonisés et puis leurs enfants sont nés dans ces pays. Donc on a désigné d'abord le terme créole, c'était les enfants de ces Européens-là au départ. Et puis dans un deuxième temps, c'était des créoles blancs, des blancs créoles. Et dans un deuxième temps, lorsque les premiers esclaves sont venus d'Afrique, on a parlé de créoles noirs. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, les Noirs sont devenus bien plus nombreux par la force des choses, parce qu'ils étaient esclaves. Le terme créole a désigné, avec l'évolution, plusieurs choses. C'est d'abord la langue qui est née au contact de tous ces gens, les Européens et les Africains. Surtout qu'on faisait attention à ne pas mettre des Africains qui venaient du même pays ensemble. On essaie de les répartir différemment. Donc la langue est née de ce contact. Ensuite, petit à petit, simultanément, je dis petit à petit, oui, il y a eu la naissance d'une culture, un mode de vie. C'est-à-dire que pour répondre aux besoins, les hommes et les femmes qui vivent en ce temps-là ont mis des trésors d'imagination pour tirer des ressources naturelles, ce que leur créativité, leur inventivité pouvaient leur permettre de réaliser, de produire pour répondre à leurs besoins. C'était ça, le processus au départ. Concrètement, ça veut dire qu'au départ, les esclaves, autour de leur case, le samedi et le dimanche, ils plantaient des choses qui pourraient leur permettre de subsister. C'est ce qu'on appelle des cultures vivrières, pour vivre, hein, comme le nom l'indique. Et puis, c'était ça, au départ. Alors, le samedi et le dimanche, après la messe, les esclaves étaient autorisés à planter autour de leur case des fruits et légumes pour leur permettre de subsister, de vivre. C'est ça qu'on appelait des cultures vivrières. Bon, mais pendant toute la durée de l'esclavage, c'était ça, essentiellement ça. Bon, il y avait aussi certains esclaves qui parfois mettaient autour de la case deux ou trois plantes médicinales, parce qu'ils avaient gardé des réminiscences de ce qui s'est passé en Afrique. Et puis le rebond, le rebond du jardin créole, ça a été à partir de 1939, la période de l'amiral Robert, pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, il n'y avait plus d'importation, donc il fallait absolument impérativement que les gens puissent survivre. Et il y a eu autour des cases dans la campagne, là, vraiment, il y a eu un essor du jardin créole, où les gens plantaient vraiment de quoi se nourrir, mais aussi de quoi échanger, le troc. Il y a plein de gens qui descendaient dans les villes où il y avait des marins pêcheurs pour leur dire, mais voilà, macabo, les gyms, mes poissons, c'était comme ça. Donc ça a joué beaucoup. Ça, c'était la deuxième vague. Puis il y a eu une autre vague, disons, au début des années 60, où il y a des classes sociales, les petits bourgeois qui ont commencé à avoir un niveau de vie, ce qu'on appelle les classes plus ou moins mulâtres, les vrais mulâtres, les faux mulâtres, enfin tu vois, il y a tout ça. Une classe petite bourgeoise qui a commencé à apparaître et qui à ce moment-là a fait évoluer le jardin créole. Ce n'était plus des cultures vivrières, mais c'était aussi des cultures, tu vois, ça relevait de l'esthétique. Il y avait des arbustes avec des fleurs. Donc tu savais, tu arrivais devant chez madame un tel, monsieur un tel, parce qu'il y a des arbustes, des fleurs, tout ça. Et parfois, il y avait l'intelligence de faire les deux. Alors, il y avait des clôtures, mais des clôtures avec des plantes qui donnaient des fleurs, des arbustes des fleurs. Alors tout ça, c'était le jardin créole a évolué. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, le jardin créole, c'est trois choses. C'est les cultures vivrières avec des fruits et légumes. Ce sont aussi les plantes médicinales. De plus en plus, il y a des gens qui font des plantes médicinales parce qu'ils croient aux vertus des plantes. D'ailleurs, tous les grands laboratoires, c'est à partir des plantes qui vont faire leur travail. Et puis aussi les plantes décoratives. De plus en plus, il y a des gens qui font ça, la production de plantes décoratives. Bien, c'est passionnant tout ça. Et en fait, la question qui me vient à l'esprit, c'est
Pourquoi est-ce que l'établissement justement autour du jardin créole de plantes décoratives ne s'est pas davantage généralisé? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la société martiniquaise a évolué. Quand le jardin créole est né, s'est développé, c'était une société essentiellement rurale. Et puis on est allé petit à petit vers une société de services, comme dans le monde entier, de plus en plus de services. Il y a des gens qui avant, ils avaient le temps de s'occuper de tout ça. Maintenant, avec la vie que nous avons, avec les villes, l'urbanisme et tout ça, l'urbanité, les gens n'ont plus le temps. Donc c'est plus facile pour certaines personnes d'aller acheter des fleurs chez une fleuriste plutôt que de se mettre à planter des fleurs autour de la maison. Ça ne s'est pas complètement perdu, mais c'est... Et puis, il y a un phénomène aussi, c'est que les femmes travaillent beaucoup plus aujourd'hui. Avant, elles étaient beaucoup plus à la maison, donc forcément, elles n'ont pas nécessairement le temps de s'occuper de tout ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est une question d'organisation aussi. Mais enfin, je décris un phénomène social. Voilà. Donc c'est pas les femmes qui s'occupaient du jardin? Principalement. La partie décorative, médicinale, c'était principalement les femmes. Bon. Et puis, il y a aussi le fait que ce n'est pas seulement pour les jardins créoles, hein, ce que je dis là, pour les fleurs, tout ça, c'est pour tout. Il y a une société qui donne une place très importante à l'importation de toutes sortes de produits. Donc voilà, ça agit sur les fleurs, ça agit sur les plantes médicinales. Les gens, plutôt que de chercher les vertus des plantes, eh bien, on préfère aller à la pharmacie, clac, clac, c'est réglé. Bon, voilà, c'est vrai pour toutes sortes de produits. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas généralisé? Tu as répondu, effectivement, ce sont les femmes qui s'occupaient du jardin créole. Et je disais, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de revenir, malgré justement cette profusion d'activités, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit? Est-ce qu'on peut dire, par rapport peut-être à la nouvelle conjoncture, est-ce qu'il existe aujourd'hui un nouvel engouement, on peut dire, pour le retour à l'établissement de ce jardin créole? Oui, tout à fait. Il y a un mouvement culturel qui traverse la Martinique, il y a un courant comme ça, philosophique, où de plus en plus de gens, de toutes les tranches d'âge, se disent que bon, par les temps qui courent, on a l'impression qu'avec la pandémie, par exemple, on ne sait pas de quoi demain sera fait, la planète entière est paralysée, on a intérêt à commencer à relancer le petit jardin créole près de chez nous, autour de chez nous, même sur notre balcon, si on habite dans un HLM. De plus en plus, ça se fait. C'est un mouvement qui est enclenché. Et enclenché par qui? Il est enclenché par des gens qui y croient. D'abord, c'est des gens qui y croient parce que c'est des convictions, soit des convictions politiques, soit des convictions socio-économiques, parce qu'il y a des gens aussi, il y a des producteurs qui font des choses formidables, et puis ils ont l'impression qu'on croyait... Vous savez, dans tous les pays qui furent colonisés jadis, il y avait cet esprit-là, que ce qui vient d'ailleurs est toujours meilleur que ce qu'on fait chez nous. Alors, il y a cet esprit-là. Et les petits producteurs en ont souffert, et ils en souffrent encore. Donc, plus nous aurons des producteurs qui vont faire des choses qui sont acceptées, alors il y a la vogue du bio et tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, les Martiniquais de plus en plus cherchent une alimentation de plus en plus saine, même si pour des raisons économiques, il y a des gens qui vont quand même dans les hypermarchés parce que c'est moins cher, leur porte-monnaie ne va pas plus loin, ça peut se comprendre, mais ce mouvement est enclenché. Il ne s'arrêtera pas parce que nous sommes entrés dans une période qui est extrêmement difficile et j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus difficile. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que je vois l'aspect des difficultés par rapport à ce qui se passe actuellement, hein, les problèmes planétaires, sanitaires qui existent. Mais je vois aussi du fait que nous voyageons, est-ce que finalement la cuisine raffinée que nous voyons ailleurs, le fait d'exploiter, d'avoir vu comment on exploite la matière première ailleurs, est-ce que ça ne donne pas envie justement de pouvoir exploiter les fruits, les légumes que nous avons ici, ce qu'on peut faire avec le fruit à pain, la farine? Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, ça a commencé ce mouvement-là. Il y a des jeunes Martiniquaises, des jeunes Martiniquais qui sont allés étudier la gastronomie ailleurs et qui reviennent ici, se disent, bon, j'ai vu, on fait ça en Italie, on fait ça aux Pays-Bas, on fait ça en Norvège, on fait ça au Japon. Je rentre chez moi et je vais montrer qu'à partir de ce que nous avons dans le pays, on peut faire des choses aussi valables. Et on a des grands chefs comme ça, bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des grands chefs qui sont entrés, ils font des choses extraordinaires. D'ailleurs, il y a d'autres grands chefs qui viennent d'ailleurs pour essayer de copier ce qu'ils font. Tout à fait. Donc le jardin créole a un avenir. Il a de l'avenir, si nous savons l'utiliser intelligemment. Nous sommes tournés vers la mondialisation, c'est-à-dire que, eh bien, face à ce qui se fait ailleurs, il faut que nous soyons à même de proposer des choses
Et c'est là qu'intervient l'aspect culinaire et la cuisine dite gastronomique, avec ce que nous rejetions auparavant qui devient brusquement quelque chose d'utile et de première nécessité. J'ai envie de dire, est-ce que Raymond Collier, on va peut-être terminer par là, la Martinique n'a pas quelque chose à proposer aussi au monde? Oui, je rebondis sur ce que tu as dit concernant la gastronomie, parce que l'histoire nous enseigne ça. Il y a des cycles comme ça. Quand j'avais 10 ans, je me souviens que les gens méprisaient les oursins, les langoustes, des choses comme ça, les crabes toutons, je sais ça, les marins pêcheurs. Les gens étaient fâchés quand un pêcheur leur donnait sec le poisson. Et puis avec le temps, on a appris à les intégrer dans la gastronomie et aujourd'hui les oursins c'est le caviar des Caraïbes. Donc il n'est pas impossible que demain les prunes de citer, le fouille à pain, le manioc, le mango d'Ican, le dachine deviennent la colonne vertébrale de la gastronomie créole. Tout à fait. Eh bien, c'est bien. Et puis, peut-être ça peut amener vers une note un peu spirituelle. Nos yeux s'ouvrent. Peut-être qu'à un certain moment, ils ont été fermés et puis on prend conscience de qui on est, de nos valeurs. Et donc, à partir de là, on est capable à même d'apporter, nous. Amen. Voilà.